Là, je crois qu'on est parti, ouais. Parfait. Ah bah, comme je te disais, merci pour d'accepter cette interview là. Moi, je suis depuis peu tes vidéos et puis tes articles un peu sur Internet. Ouais, Et puis voilà, je trouvais super intéressant. Et puis c'est pour ça que je me suis dit, ah, s'il acceptait de faire une interview, ça pourrait être cool. ouais, Ça pourrait être sympa pour ceux qui me suivent aussi. Et puis je leur ai demandé s'ils avaient quelques questions. Et puis du coup, d'accord. j'en ai récolté quelques-unes. Et puis voilà, ça ne durera pas très très long. Et puis Très bien. un petit échange. Voilà, toi, t'es où en ce moment? T'es Je en- suis à Lyon à actuellement. Lyon. Ah, tout près de Genève. Tout près de Genève. Ok, ok. Ça marche, ça marche. Ouais, Cool, cool. Et tu as une chaîne YouTube, c'est ça Oui, ou... j'ai une chaîne YouTube depuis peu. D'accord. Et puis Mhm. voilà, moi parce que moi je suis basketteur professionnel et D'accord. en parallèle je suis aussi coach personnel. Donc Ouais. je mets un peu sur tout, j'essaye de poster ben, les workouts que je fais, puis aussi un peu sur l'alimentation, voilà, sur un peu de tout, sur la santé en général quoi. Bah, c'est Donc, bien. donc voilà, voilà, Tu fais de la préparation physique aussi. exactement, ouais, exactement, exactement. Ouais. D'accord. Parfait. Donc ouais, je t'ai dit que ouais, ouais, j'aime bien ta chaîne YouTube. J'ai suivi les vidéos que tu as fait avec sur la prise de masse. J'ai trouvé super intéressant là. Ouais. Et il y a il y a pas mal de joueurs à qui j'ai transféré les vidéos, donc ils étaient contents quoi. Mhm. Exactement. Et alors bon, pour commencer, tout simplement, alors j'ai noté quelques questions. Tu verras, ce sera pas long. Après, voilà, tu me dis ce que tu en penses et puis tes réponses, tout simplement, quoi. Sans perdre de temps, j'avais une question sur le cholestérol. Le cholestérol, D'accord. déjà, y a-t-il du bon ou du mauvais cholestérol? Et Mhm. les médicaments contre le cholestérol sont-ils inefficaces? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, enfin, on dit que c'est un type de gras, c'est un type de lipide, ce qui est vrai. Il rentre dans la constitution des membranes cellulaires Ouais, et il fait l'objet en fait d'intermédiaire entre le foie et toutes les cellules. ouais, Donc, il va transporter des nutriments vers les cellules, uh-huh, donc pour produire de l'énergie. Et il va également transporter des cellules vers le foie, tout ce qui est déchets, tout ce qui est déchets cellulaires pour être métabolisé. mhm, Donc, ce qu'on appelle comme cholestérol HDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, entre guillemets, ouais, ce qui est une appellation fausse, bien entendu, uh-huh, c'est le cholestérol qui fait la navette entre le foie et la cellule, c'est-à-dire qui ramène des substances nutritives du foie vers la cellule. ouais, Et puis tu as le HDL. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le LDL, c'est le mauvais cholestérol et c'est le LDL qui ramène les substances nutritives ouais, du foie vers la cellule. ouais, Donc ouais, je rectifie. Et puis le HDL, c'est le bon cholestérol et mhm, c'est lui qui, on va dire, détoxifie la cellule, ok, qui va ramener tout ce qui est toxique vers le foie pour être métabolisé. mhm, Donc là, on a les deux types de cholestérol qui ont à peu près la même forme, sauf que le poids moléculaire est différent. ok, Euh, donc, finalement, il n'y a pas de mauvais ou de bon cholestérol. Il y a un cholestérol qui ramène des nutriments vers la cellule et il y a un ouais, cholestérol qui débarrasse les toxines de la cellule. d'accord, d'accord, C'est la fonction principale du cholestérol. ouais, Après, tu as le cholestérol, tu le trouves aussi, comme je t'ai dit, dans les membranes cellulaires. Donc, ça rentre en, c'est-à-dire ça protège la membrane cellulaire et ça joue dans également les échanges cellulaires avec le milieu extérieur. ok, Donc ça, c'est en premier lieu en ce qui concerne le cholestérol. Donc il n'y a pas de mauvais cholestérol, il n'y a ouais, pas de bon cholestérol, il y a ok, tout simplement un cholestérol qui est une molécule primordiale pour le d'accord, fonctionnement de l'organisme. Alors maintenant, pour
les médicaments, bon, les médicaments qui sont connus, c'est les statines actuellement. Exact, les statines, ouais. J'avais rédigé un article sur ça et j'avais mis à peu près une soixantaine d'articles scientifiques sur les dangers des statines. Donc ça, c'est prouvé avec des articles. Bien entendu, il y a d'autres articles qui disent que les statines, ils sont bons pour la santé, ils réduisent le cholestérol, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il y a d'autres articles aussi qui disent que la mortalité ou la morbidité augmente lorsque le cholestérol diminue. Alors, bien sûr, oui, bien sûr, quand ça diminue au-delà d'un certain seuil, il n'y aura plus assez de cholestérol pour transporter les nutriments et les toxines, et donc les cellules, ils seront en difficulté. Il y aura aussi un problème au niveau des membranes. Alors, quand on dit le cholestérol au niveau du sang qui diminue, c'est-à-dire la cholestérolémie, on parle en fait du cholestérol qui fait la navette entre le foie et la cellule. On ne parle pas du cholestérol qui fait partie des membranes cellulaires. Quand le cholestérol au niveau du sang diminue, arrivé à un certain niveau, le cholestérol qui fait partie des membranes va être atteint, et donc ce qui va provoquer l'oxydation des membranes cellulaires et donc l'oxydation des cellules. Et c'est ça en fait que les études démontrent, c'est que en deçà d'un seuil de cholestérolémie, on a une augmentation significative du stress oxydatif et donc du taux de morbidité, de mortalité, etc. Donc une aggravation de la situation, surtout chez les gens qui ont des maladies associées aux problèmes cardiaques, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, par exemple l'hypertension, le diabète, etc. Voilà. Ok, donc tout ce qu'on disait par exemple il y a 20 ans, il faut pas manger le jaune d'œuf, etc. C'est dépassé maintenant, hein. C'est même conseillé de... Non, mais l'œuf, en fait, l'œuf, c'est ce qu'il y a de mieux parmi tous les éléments, tous les aliments. S'il y a un aliment que tu dois manger, c'est l'œuf. C'est l'œuf, hein, ouais. Okay. La qualité des protéines qu'il contient, c'est vraiment la référence. Même en recherche, lorsqu'on veut comparer la qualité d'un acide aminé, si on veut savoir jusqu'à quel point un acide aminé correspond à ce qui est produit dans l'organisme, on le compare en fait aux acides aminés qu'on trouve dans l'œuf. Ah ouais, donc il faut prendre l'œuf, il faut manger l'œuf dans son entier. Exactement. Ok, cool pour cette première question. Parfait, alors moi je suis content parce que du coup j'ai fait arrêter toutes les statines que mon père prenait pour le cholestérol, parce que en lisant plusieurs articles, je me suis rendu compte que c'était une arnaque, quoi. Donc je suis content, oui, ça confirme. Après il faut voir aussi faut vraiment voir avec un médecin qui est sensibilisé à ça, parce qu'en fait quand on dit le hypercholestérolémie, en fait, il y a un syndrome derrière, il y a des symptômes derrière, il y a des problèmes de santé derrière. Sauf que le problème, c'est pas le cholestérol. C'est autre chose, le cholestérol. Mais la maladie, elle est toujours là. C'est-à-dire le problème qu'il y a derrière, il est toujours là. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelle l'homocystéine. Et l'homocystéine, en fait, c'est l'indicateur des maladies cardiovasculaires. D'accord. C'est ce que disent la plupart des études scientifiques, que l'homocystéine, c'est l'indicateur des maladies cardiovasculaires. Donc il faut voir vraiment avec un médecin qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'homocystéine. Peut-être que c'est pas du tout l'homocystéine, peut-être que c'est autre chose. Mais s'il a un vrai problème de santé, il faut vraiment chercher qu'est-ce que c'est. C'est certainement pas le cholestérol, mais il faut chercher vraiment qu'est-ce que c'est. Ça veut pas dire que le cholestérol, c'est bon, c'est pas un problème, donc on arrête tout et puis on n'est pas malade. Non, la maladie, elle est là, sauf que le cholestérol n'est pas l'indicateur de cette maladie. D'accord. Ah cool alors, parce que ce que j'avais entendu aussi, c'était que ils avaient baissé le taux pour le cholestérol, et du coup, une grande partie de la population
justement, du jour au lendemain, il se retrouvait avec avec un haut taux de cholestérol, quoi. Donc, Ouais, je pense ouais, à ouais, cause des exactement. lobbies, etc., quoi. Mais, ouais. Ouais, Donc, cool, cool, certainement. cool. Ah, et puis, j'avais une question euh, Mm. par rapport au gingembre et au curcuma. Est-ce que le gingembre et le curcuma combinés est aussi efficace, voire plus, que les anti-inflammatoires qu'on prend en pilule, tout simplement? Alors justement, non. Si tu cherches une source naturelle d'anti-inflammatoire, Ouais. tu as le curcuma avec ce qui contient Mhm. comme substance principe actif qui est la curcumine. Ouais. Maintenant, par rapport aux anti-inflammatoires naturels, on ne parle pas de Ouais, médicaments, ouais, ouais. l'anti-inflammatoire le plus efficace que je connais, Mhm. c'est le curcuma, c'est la curcumine. D'accord. Maintenant, si l'on se met à comparer des anti-inflammatoires naturels avec des anti-inflammatoires synthétiques de type anti-inflammatoire non stéroïdien comme le piroxicam ou le diclofénac, etc., Mhm. ou même avec les corticoïdes qui sont des anti-inflammatoires majeurs, Ouais. alors là, il n'y a aucune comparaison à faire parce que il est clair que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, voire corticoïdes, ils sont euh, vraiment plus efficaces que la curcumine D'accord. ou les D'accord. anti-inflammatoires naturels. Ça, on est bien clair. Ok. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la concentration du principe actif au niveau des médicaments, Ouais. qui est très concentré Qui par est très rapport élevé. aux Mhm. anti-inflammatoires naturels. Ouais. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, j'avais fait déjà une vidéo sur la curcumine et le piroxicam ou le l'ibuprofène, je me souviens plus, de toute façon par rapport aux anti-inflammatoires non Mhm. stéroïdiens, et j'ai dit que en fait, il y a deux types d'inflammation. Il y a une inflammation systémique qui est tout à fait naturelle quand Mhm. l'organisme est agressé ou quand il y a un engorgement de toxiques et de toxines au niveau des cellules. Il va y avoir une réaction de défense qui Ouais. est tout à fait naturelle du système immunitaire. Mhm. Et puis, il y a une inflammation de second degré qui est déclenchée par les prostaglandines. C'est une inflammation de second degré et c'est cette inflammation en fait qui va provoquer les dégâts et les problèmes, les maladies, etc. D'accord. Donc la première inflammation qui est systémique, elle est inhibée par la curcumine et également par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, Mhm. donc les médicaments Ouais, ouais. anti-inflammatoires Ouais. médicamenteux. Maintenant, la deuxième, le deuxième type d'inflammation, qui est l'inflammation de second degré, elle est inhibée à moitié, ou on va dire en partie, par la curcumine, Ouais. mais elle est vraiment inhibée par le piroxicam, le diclofénac, etc., c'est-à-dire les D'accord. médicaments Ouais, anti-inflammatoires. ok. Ouais. Donc là, on a la curcumine qui se concentre sur un seul type Mhm. d'inflammation, Ouais. et puis tu as tout ce qui est médicaments qui inhibe en fait l'inflammation de manière systémique. D'accord. Ouais. C'est la bonne inflammation et la Et mauvaise. là, ouais, ok, ouais, ouais. Tout est inhibé. Ok, Voilà. ok. Maintenant, bien sûr que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ont plusieurs inconvénients. Tous les médicaments, ils ont des effets secondaires. Mhm. Encore plus les corticoïdes. Ouais. Les corticoïdes, ils sont dangereux, hein, et les médecins le savent. Il ne faut pas donner des corticoïdes à la légère, etc. Mhm. Mais je dis qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre anti-inflammatoires naturels et anti-inflammatoires médicamenteux. C'est différent. D'accord, ok. C'est- Moi, j'ai eu une bonne voilà. expérience avec un de mes coéquipiers l'an dernier, la saison dernière. Après chaque entraînement, il avait le genou qui gonflait. Et je lui ai fait j'ai un extracteur à jus, une machine. Et je lui ai fait tous les jours, je lui faisais un jus de curcuma, gingembre, puis je mettais un peu de citron aussi. Ouais. Et il le mélangeait en fait à ses jus de fruits, son jus d'orange, etc. Et puis au bout de 2 semaines, il me dit, je lui dis, hey, ça va ton genou? Il dit, ouais, j'ai plus rien. Et puis ouais, ben, je dis, mais ça fait 2 semaines que tu prends ces jus, puis tu te rends compte, ton genou il gonfle plus quoi. Donc c'est pour ça que je me suis Ouais. dit, mais à quel point c'était puissant pour lui. Donc c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que ça match
le niveau des médicaments, quoi. Alors justement que tu cites cet exemple parce que justement il y a différentes situations d'inflammation. Cette inflammation, elle est due à une blessure. Ouais, Donc en quelque part, c'est une sorte d'inflammation naturelle, ouais, ouais, si tu vois. ouais, ouais. Par contre, il y a d'autres inflammations qui sont dues à des bactéries, à une intoxication, etc. Et donc, il y a plusieurs sortes d'inflammations. Et justement, parmi les inflammations qui sont où la curcumine est combinée au gingembre ou pas, ou combinée à la pépérine, surtout la pépérine, elle augmente l'effet de la curcumine. Par rapport à ça, en fait, la curcumine, elle est très efficace dans tout ce qui est situation naturelle, en fait, où il n'y a pas de germes pathogènes, d'intoxication, de problèmes. Voilà. Donc, tu peux la combiner au gingembre, mais le mieux, c'est de la combiner à la pépérine. Mais le problème, c'est que aussi que la curcumine, je le dis aussi, que ça fait partie des polyphénols, en fait. Et les polyphénols, ils sont connus pour réduire l'absorption et la fixation de l'iode au niveau de la thyroïde. Donc, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser parce que ça pourrait provoquer des problèmes thyroïdiens. D'accord. Voilà. Mais c'est un anti-inflammatoire qui est vraiment parmi les plus puissants des anti-inflammatoires naturels. D'accord. Ouais, voilà. Ok, super. J'avais une question par rapport à la vitamine C. Ouais. La vitamine C, tout simplement, lorsqu'on est malade, type grippe, là, l'hiver approche, qu'est-ce que tu conseilles avec la vitamine C? Quelle dose conseillerais-tu au quotidien? Alors, pour une prévention d'une grippe ou d'un rhume ou de problèmes ORL, en général, c'est entre 1 à 2 grammes par jour. Ok. C'est-à-dire dépasser 2 grammes, ça me paraît un peu exagéré, ça ne sert pas à grand-chose. Entre 1 à 2 grammes par jour, ouais. Avec des prises séparées, au moins de 3 heures. On va dire 500 mg par prise. D'accord. 2 à 4 prises de 500 mg, ça devrait être suffisant. Pourquoi on sépare? Parce qu'il y a une limite d'absorption. Ouais. Et donc, on doit séparer pour pouvoir avoir une absorption maximale. Ouais. Donc, quand je dis 500 mg, ce n'est pas les 500 mg qui vont être absorbés. Hein. Ouais. Il va y avoir vraiment une petite quantité qui va être absorbée. Et puis, il y a une limite d'absorption, c'est-à-dire par prise, et puis une limite d'absorption par jour. D'accord. Donc, la manière de prendre, c'est en fait de prendre plusieurs prises séparées de 3 heures, de 2 à 4 prises en général, de prendre ça soit sous forme de cachet ou sous forme de vitamine C liposomale. Alors, si tu prends la vitamine C liposomale, c'est que en fait, tu peux prendre ça en une seule prise. 1 à 2 grammes directement en une seule prise parce qu'il n'y a pas de limite d'absorption, ça passe directement. Donc, la liposomale, c'est celle qui est en poudre, c'est ça? C'est celle que tu trouves à l'état? Non, en fait, c'est de l'acide L-ascorbique. Ouais. C'est de l'acide L-ascorbique qui est empaqueté dans des capsules, des microcapsules de lipides. Ouais. Tu la trouves comme ça, liposomale. Ou alors, si tu as un générateur d'ultrasons, un truc où on met des produits pour les mélanger, ça fonctionne avec des ultrasons, tu peux mettre de la lécithine et puis de l'acide ascorbique, de l'acide L-ascorbique que tu trouveras en poudre. Parce que moi j'ai acheté l'acide L-ascorbique en poudre et c'est ce que j'utilise au quotidien parce que justement j'ai trouvé que c'était pas cher et puis il y avait une grande quantité et c'est ce que j'utilise au quotidien, mais l'erreur que j'ai faite c'est au début j'en ai pris trop, je pense, et du coup ça m'a aidé, ça m'a soigné, mais ça m'a fait une diarrhée, quoi. Donc
Ouais, Voilà. problème de transit. Ça c'est très très fréquent. Ouais. Donc tu peux prendre ça, comme je t'ai dit, en plusieurs Ok, prises de ouais. 500 En milligrammes. plusieurs prises, ça marche. Sinon, tu peux mélanger ça à de la lécithine et ça va te faire à peu près une vitamine C liposomale. Ok, ok, ça marche. Voilà. J'avais une question par rapport aux femmes enceintes et le sport. Parce que je me suis rendu compte que les femmes enceintes avaient peur de pratiquer du sport, peur que ça fasse mal au bébé, etc. Mais j'ai fait l'expérience avec ma femme qui est enceinte et qui a accouché il y a 2 ans aussi. Et elle a fait du sport pendant toute sa grossesse avec succès. Réduction du mal de dos et puis tout s'est bien passé. Donc, quelles sont tes recommandations par rapport aux femmes enceintes et le sport? Alors, quel type de sport elle a fait? Beaucoup de renforcement, elle a fait pour le dos. Voilà. Beaucoup de travail, Ouais, surtout de tirage. Beaucoup de gainage. ouais, Et puis beaucoup de travail pour renforcer exactement. les fessiers et puis toute la chaîne postérieure, en fait. Voilà, exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le poids du bébé, surtout dans on va dire les 5 ou 6 derniers mois, le poids du bébé, en fait, c'est une contrainte pour la femme. Ouais. Et ce qu'il faut privilégier dans les exercices pour les femmes en grossesse, en fait, c'est des exercices plutôt statiques Mhm. ou statodynamiques. Ouais. Mais ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les exercices qui provoquent des chocs. Ouais. Ouais. Tous les Par sauts, exemple, on ne etc. va pas recommander à une femme enceinte d'aller courir. Mhm. Mhm. Bon, bah, ça, c'est à ne jamais faire. Ah, bien sûr. Maintenant, j'ai deux, trois questions par rapport par rapport à l'argile. L'argile par voie orale. Euh, D'accord. Tout simplement, quels sont les bienfaits de l'argile lorsqu'on le prend par voie orale? Parce que j'ai entendu que c'était un peu antifongique, mais Ouais. c'est à peu près tout. Je sais que moi, pour l'avoir pris, l'argile par voie orale, quand pour 2 fois, j'ai eu mal, très très mal au ventre pour je sais pas la raison. Et après avoir pris l'argile, en 2 minutes, c'était parti quoi. Euh, voilà, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est un antifongique, un antiseptique. C'est ça Ok. les vertus de l'argile. Euh, Tu disais que tu avais mal au ventre. Bon, certainement que c'était une intoxication ou une Ouais. intoxication en général, c'est les bactéries de la flore intestinale Mhm. qui sont surexcitées et qui certaines se transforment en, on va dire, de l'état saprophyte à un état pathogène. Et D'accord. donc, qui vont sécréter des toxines, qui vont fermenter d'une certaine manière l'alimentation, etc., ce qui va Mhm. provoquer des douleurs, des ballonnements, etc. Alors ça dépend des douleurs. Il y a des douleurs vraiment de l'intestin et il Ouais. y a des douleurs qui sont dues au ballonnement. Ouais. Donc l'argile, il permet de neutraliser et de réguler en fait la flore intestinale. D'accord. Et c'est ça, ses vertus en fait. Et c'est un nettoyant. D'accord, ouais. Ok. C'est un nettoyant de l'intestin. Mhm. Et très 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 efficace. Parce que je suis allé voir le médecin et puis il m'a donné un antiacide. Et puis après, en rentrant à la maison, je me suis dit, mais je vais essayer l'argile à la place parce qu'un antiacide, j'étais Ouais. pas convaincu, quoi. Donc, Bah, justement, l'argile en fait, c'est un antiacide aussi. ouais, ok. Il est alcalin. Ok, ouais, Donc d'accord. maintenant, pourquoi on ne peut pas en fait savoir si la douleur, parce que le médecin il aurait dû savoir que c'était peut-être l'estomac, Mhm. parce que la douleur ça peut être au niveau de l'estomac parce que il y a une hyperacidité pour une raison ou une autre, Ouais, ou alors au niveau vraiment de l'intestin. d'accord. Et donc l'argile en fait, avec l'argile t'as pas besoin de savoir si ça vient de l'estomac ou de l'intestin. Ouais, ça prend tout. Parce que c'est à la fois alcalin et antifongique et antiseptique. Ouais, ouais. En général, les problèmes d'estomac, c'est dû à une hyperacidité gastrique. Mhm. Et les problèmes d'intestin, c'est dû à des bactéries saprophytes qui se transforment en bactéries pathogènes. Et donc, l'argile remplit en fait cette fonction, cette D'accord. double fonction. Ok, ok. Voilà. Ok, super. Et maintenant, deux petites questions encore sur l'alimentation. C'est par rapport, je pense que c'est une question qui en fera deux. C'est par rapport au lait et par rapport au gluten.
Est-ce que Ouais. surtout par rapport au gluten, est-ce que c'est aussi guillemets, dangereux que ce que les médias, certains médias essayent de nous faire croire? Est-ce que c'est le gluten d'il y a 30 ans était mieux? C'est quoi un peu ton sentiment puis ton avis par rapport au gluten d'aujourd'hui? Moi, je pense que cette histoire de gluten, bon, il y a certainement, il y a réellement un problème derrière, hein, Ouais. par rapport au gluten et par rapport à d'autres constituants des céréales, Mhm. ou ce qu'on a fait des céréales, hein, Ouais. c'est-à-dire les produits céréaliers, ce que l'industrie a fait des céréales. Ouais, 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 Les ouais. céréales, les vraies céréales, c'est les céréales d'il y a 90 ans, d'il y a 80 ans. Mhm. Je pense qu'il y a un vrai problème de fond par rapport à ça, mais je pense que les médias exagèrent réellement cette histoire de gluten, et je Ouais. pense que c'est une sorte de coup médiatique ou de coup marketing par rapport aux produits sans gluten. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une minorité de gens qui sont intolérants au gluten, Mhm. et ceux-là, ils doivent à tout prix éviter le gluten, et je pense même qu'il y a d'autres substances qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui sont c'est-à-dire qui sont derrière ces intolérances intestinales, ces D'accord. inflammations de la paroi intestinale. Mhm. Donc le gluten en tant que tel, pour une minorité de la population, il constitue un réel problème de santé publique. Mhm. Et c'est pas parce que le gluten est mauvais pour une minorité de la population que toute la population ne doit pas le prendre. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a certaines études qui disent que le gluten augmente l'absorption. Ouais. Donc tu disais que donc le gluten, c'est pas parce qu'il est mauvais pour une partie de la population que tout le monde doit absolument stopper le gluten, quoi. Alors, pas une partie de la population, hein, une Enfin, minorité de la population. ouais, ouais, Une minorité de la population. ouais. Et même chez certaines populations, une ultra-minorité. Ok, ouais, ouais. Donc, on va dire, par exemple, on va prendre n'importe quel médicament, Mhm. ou n'importe quel supplément d'ailleurs. Il y a toujours une minorité, par exemple la pénicilline, c'est pas parce qu'il y a une personne sur 20 000 Ouais, qui est allergique à la pénicilline qu'on va interdire la pénicilline, qu'on va dire que c'est mauvais, etc. Et ouais, qu'on va laisser des gens crever avec des épidémies, etc. Tu vois? ouais. Bon, Donc, en plus, euh, t'as pris un bon exemple parce que ma femme, elle est allergique à la pénicilline, donc, ben, voilà. donc ça me parle, Voilà. ça me parle. Donc, donc, par rapport à ce que je disais, le gluten, c'est un réel problème de Ouais, santé publique pour une minorité de gens. d'accord. Et bien sûr, encore, la proportion diffère d'une population à une autre, ou plutôt d'une ethnie à une autre, Ah, par ah. rapport à leur consommation, par rapport à leur génétique, Ouais, c'est-à-dire la consommation de leurs ancêtres par rapport aux céréales. Mais moi, je pense que la plupart de la population n'est pas intolérante au gluten et qu'elle doit continuer à consommer des produits céréaliers mhm. bien comme il faut, sans aucun problème. D'accord. Et je pense que tu penses la même chose par rapport au lait, alors. Alors le lait, c'est encore plus... euh, pour moi, le lait, c'est encore plus un coup médiatique Ok. aussi que le gluten. C'est encore pire que le gluten. C'est encore Si pire. tu veux, il y a réellement des populations qui sont intolérantes au lait. Ouais, C'est normal. Si tu trouves que, je sais pas, les habitants de l'Afrique de l'Ouest n'ont jamais consommé de lait, ben, ouais, c'est normal qu'ils soient intolérants au lait, ouais, ouais. au lactose. Ah, ah. Voilà. Donc, il y a des populations qui sont intolérantes au lait tout simplement parce qu'ils n'ont jamais consommé de lait. Bon, bah, ceux-là, ils ne doivent jamais, ils ne doivent pas consommer de lait. Et Mhm, d'ailleurs, ils ne le font pas. Maintenant, par rapport à d'autres populations, surtout les populations qui sont dans la Méditerranée, mhm. on est plutôt beaucoup plus adapté au lait ou aux produits laitiers fermentés qu'au lait de vache cru. D'accord. Ouais. Mais le lait de vache cru en tant que tel, il ne pose problème que pour une minorité, encore une fois, de la Ok. population. Je Ouais, parle de la population du bassin méditerranéen. ouais. Maintenant, quand on dit le lait, en fait, le lait, qu'est-ce qu'on désigne derrière ça? On désigne quelque chose qu'on consommait il y a un siècle. Mhm.
Parce que là, actuellement, ce qu'on vend dans les supermarchés, etc., c'est ce qu'on a fait du lait. Ah, Et alors moi, j'ai fait une revue de la littérature sur ce sujet du lait. Et qu'est-ce que j'ai trouvé en fait? J'ai trouvé plusieurs types d'études, si on peut les classer en plusieurs catégories. ouais. La première catégorie, c'est une catégorie d'études en fait qui font des expérimentations sur le calcium. Hein. Ils donnent du calcium à une population avec groupe témoin, etc. Et puis, ils tirent des conclusions sur le calcium et ils élargissent ces conclusions par rapport au lait. C'est-à-dire, en gros, le discours, c'est le calcium, regardez, on a donné du calcium à cette population, ça a provoqué ça. Le lait contient beaucoup de calcium, donc le lait provoque ça aussi. Ouais, ok, ouais. Donc ça, méthodologiquement, c'est faux. C'est un biais méthodologique énorme, donc ça compte pas en fait. Ce qui compte, ces résultats comptent pour le calcium, non pas pour le lait. Parce que le lait, le calcium est intégré à d'autres substances, ça s'interagit. Maintenant, il y a une autre catégorie d'études qui font en fait des recherches sur des populations qui n'ont jamais consommé de lait. Par exemple, ces Africains de l'Ouest, il y a plusieurs études sur ça, et qui disent, regardez, les Africains de l'Ouest, ils consomment pas de lait, et ils se portent bien, ils n'ont pas d'ostéoporose. Ben, c'est normal. Oui, c'est normal parce qu'ils sont génétiquement adaptés à résister à ça. Ils n'ont pas le lait. Ok. Donc là aussi, c'est un biais méthodologique. Alors, il y a une autre catégorie aussi, qui est la catégorie la plus volumineuse, qui contient le plus grand nombre d'études, et qui, en fait, utilise le lait industriel. Ce lait qu'on trouve dans les supermarchés, le lait ou les produits laitiers industriels, et qui disent, regardez, bon, on a donné du lait à cette population, bon, bah, ça provoque ça. Sauf que le problème, c'est pas le lait. Ça, c'est ce qu'on a fait du lait. Et là, je le dis, je le répète, ce lait industriel, il est toxique. C'est une pourriture. D'accord. Voilà. Et je ne sais même pas si je pourrais l'appeler du lait. À ce point-là. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a une autre catégorie aussi qui fait que, c'est-à-dire, ils prennent on va dire des composants ou des constituants du lait industriel, ils prennent des composants du lait industriel et ils font des études sur ça. Par exemple, le bisphénol A. Et ils font des études sur le bisphénol A et puis ils se disent, regardez, bon, le bisphénol A, il provoque ça, donc le lait contient du bisphénol A, donc ça provoque ça, le lait provoque ça. Tu vois? Donc là, on a un double biais méthodologique. C'est-à-dire, on a le bisphénol A, des résultats sur le bisphénol A qu'on va élargir sur le lait industriel. Donc, premier biais méthodologique. Deuxième biais méthodologique, c'est qu'on dit que c'est le lait, alors que c'est pas le lait, c'est le lait industriel. Voilà. Et puis, il y a d'autres études qui sont vraiment très rares. Il y en a une poignée où on a utilisé du lait de vache, on va dire, quelque peu bio, c'est-à-dire une sorte de vrai lait. Et puis, ces études-là, en fait, toujours le problème du nombre d'études, en fait. Il n'y a pas le nombre d'études qui permet de tirer des conclusions et de dire, tiens, le lait, il est mauvais, on doit l'arrêter. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que, par rapport à ce problème de lait, qu'on fasse des études sur du vrai lait. Sur du lait qu'on trouve chez des producteurs locaux, du lait qui est tiré de vaches qui sont dans de bonnes conditions d'élevage, etc. Avec des études en double aveugle, randomisées, contrôlées, etc. Qu'on nous ramène une centaine d'études comme ça et on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'on nous prouve avec une centaine d'études comme ça, avec une méthodologie irréprochable que le lait, c'est mauvais, et puis c'est bon. C'est mauvais. Mais maintenant, il n'y a pas les études qui permettent de dire le lait est mauvais. Non, le lait industriel est mauvais. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu ta série de vidéos sur les études scientifiques, notamment qu'il fallait faire gaffe, qu'il fallait justement
plus faire attention aux études en double aveugle parce que c'était celle qui était le plus sérieuse. Donc Exactement. ouais, ouais, Ouais. ouais. Il y a plusieurs Mhm. critères à prendre en compte. Ouais, Et ouais. que c'est pas juste une étude qu'on trouve sur PubMed qui va, c'est-à-dire qui va être une preuve. Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Ouais. J'avais deux questions. C'était par rapport justement au jus de légumes et fruits comparé aux Ouais. pilules multivitamines. Je disais que si, par exemple, je me fais un jus de fruits, un jus de légumes, carottes, allez, 1 kilo de carottes, 2 oranges, un citron, un peu de Ouais. gingembre, est-ce que Oui. c'est mieux ça que de prendre des pilules multivitamines surdosées? Est-ce que c'est Alors bien mieux sûr, assimilé par le corps? Voilà. alors ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux juste, euh, c'est-à-dire quelque chose pour prévenir ou pour rester en bonne santé ou quelque chose du genre, vaut mieux prendre des jus de fruits et des jus de légumes. Ouais. Mais pas que les jus de fruits et jus de légumes. Hein. Même on trouve par exemple des vitamines B, tout le groupe des vitamines B dans Ouais. les Qu'est-ce qui est céréales. mieux? Un jus de légumes, par exemple carottes, pommes, citron, ou des pilules multivitamines? Alors ça dépend, comme je te disais, ça Ouais. dépend de ce que tu veux. En général, les suppléments alimentaires sous forme de pilules ou même sous forme d'injections, Ouais. on les utilise dans des cas précis, en fait, en nutrithérapie ou en médecine orthomoléculaire. C'est pour traiter des pathologies, c'est pour traiter des carences, etc. Mais si tu es dans une optique de prévention Ouais. plutôt ou de préservation de la santé ou du capital santé, Mhm. vaut mieux s'orienter vers des jus de fruits, des jus de légumes ou tout simplement des légumes et des fruits tout court, mais D'accord. pas que. Hein, une alimentation équilibrée, céréales, produits d'origine animale, etc. Tout ça, ça participe à avoir c'est-à-dire un bon taux de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, etc. Donc D'accord. c'est très important. Maintenant, ça dépend de ce que tu veux, comme je te disais. Ouais. Moi, c'est plus pour Donc, le côté santé au quotidien, quoi. oui, ben, Ouais. il faut s'orienter vers des aliments. Hein. C'est pas les suppléments, même pour les sportifs d'un certain niveau, les suppléments, ils sont pas obligatoires. Ouais. Parce qu'en fait, C'est j'ai eu. quand on arrive réellement à un certain niveau sportif et qu'on a, ou alors qu'on a des problèmes, des carences, des problèmes génétiques ou alors des maladies, etc. C'est là où on peut utiliser Ouais. où on doit utiliser des suppléments. Parce qu'en fait, là, j'ai un médecin qui m'avait donné des pilules multivitamines, excuse-moi, et puis j'avais remarqué qu'il y avait plein d'adjuvants, genre E500, mais il y en avait mais plein. Et puis j'ai un petit calepin où justement c'est répertorié, et j'ai halluciné parce que, ah, celui-là il est cancérigène, ah, ce machin il est pas autorisé dans ce pays. Donc je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai meilleur temps de prendre des jus de légumes, quoi. Ou d'en Eh manger. ben, en fait, les multivitaminés, en fait, ils servent pas à grand chose. Ouais. Les multivitaminés, ils servent vraiment pas à grand chose. Mhm. C'est-à-dire que si tu as une alimentation équilibrée, si parfois tu prends des fruits, des légumes, des jus de fruits, Ouais. surtout des jus